J'ai trouvé mon fils dormant dans sa voiture sur le parking du supermarché à 5 heures du matin. Mes petits-fils étaient couchés sur la banquette arrière, recouverts de leurs manteaux d'hiver, comme de vieilles couvertures. Il faisait 3 degrés dehors. La buée sur les vitres me disait qu'ils étaient là depuis des heures. Nicolas avait 45 ans, et il pleurait dans son sommeil. Je m'appelle Bernard Music. J'ai 75 ans. Aujourd'hui, je vis dans une vieille ferme du Lot-et-Garonne, avec mon fils et mes 2 petits-fils. Mais il y a 8 mois, j'habitais seul, dans un appartement de 36 mètres carrés dans la banlieue de Toulouse. Et je pensais que le reste de ma vie se résumerait à attendre la mort en regardant la télévision. Je me trompais. La vie avait encore quelque chose à m'apprendre. Elle m'a appris qu'on peut avoir 75 ans et découvrir qu'on a encore un rôle à jouer, que la chose la plus importante qu'on possède n'est pas toujours visible, et que parfois, une vieille clé rouillée portée autour du cou pendant 30 ans peut ouvrir bien plus qu'une porte. Cette nuit-là, je ne dormais pas. À mon âge, le sommeil devient capricieux. Il va et vient, comme un chat errant, qui décide lui-même quand il entre et quand il sort. J'étais debout depuis 3 heures du matin, assis dans ma cuisine avec une tasse de café tiède, regardant par la fenêtre les lampadaires oranges de la rue déserte. Je pensais à ma femme, Madeleine, morte 8 ans plus tôt, d'un cancer du pancréas. Je pensais à mon fils que je voyais de moins en moins souvent, toujours occupé avec son travail, sa femme, ses enfants. Je pensais à mes petits-fils qui grandissaient sans moi, que je voyais 3 fois par an pour les anniversaires et Noël. Je pensais à la solitude qui s'était installée dans ma vie, comme une locataire permanente, sans jamais payer de loyer, mais occupant tout l'espace. Vers 4h30, j'ai décidé de sortir marcher. C'était stupide, je le savais. Un vieil homme de 75 ans qui se promène seul dans le noir en plein hiver. Mais j'avais besoin de bouger, de sentir l'air froid sur mon visage, de me rappeler que j'étais encore vivant. J'ai enfilé mon manteau, mon écharpe, et je suis sorti. Mes pas m'ont mené vers le supermarché, au bout de la rue, celui qui ouvre à 6 heures et où j'allais acheter mon pain tous les matins. Le parking était vide à 7 heures, éclairé par quelques néons blafards qui donnaient en tatou une teinte maladive. C'est là que j'ai vu la voiture, une Peugeot 308 grise, garée dans un coin sombre, loin des lampadaires. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Puis j'ai remarqué la buée sur les vitres. Quelqu'un était à l'intérieur. Je me suis approché lentement, méfiant. On entend tellement d'histoires de nos jours. Mais quelque chose m'a poussé à continuer. Une intuition peut-être, ou simplement la curiosité d'un vieil homme qui n'a plus rien à perdre. Quand je suis arrivé à hauteur de la vitre conducteur, j'ai frotté la buée avec ma manche, et mon cœur s'est arrêté. C'était Nicolas, mon fils unique, recroquevillé sur son siège, la tête appuyée contre la vitre, les yeux fermés. Son visage était marqué par la fatigue, et quelque chose d'autre que je ne reconnaissais pas tout de suite. De la honte, peut-être, ou du désespoir. J'ai regardé à l'arrière. Théo, mon petit-fils aîné de 14 ans, était allongé sur la banquette, utilisant son sac à dos comme oreiller. À côté de lui, recroquevillé en position fœtale, Lucas, 10 ans, dormait sous 2 manteaux empilés. Leurs visages étaient pâles dans la lumière grise de l'aube naissante. Ils avaient froid. Je pouvais le voir à la façon dont ils se serraient contre eux-mêmes. J'ai frappé doucement à la vitre. Nicolas a sursauté, si violemment qu'il s'est cogné la tête contre le plafond de la voiture. Pendant une seconde, il m'a regardé sans me reconnaître, les yeux écarquillés de peur. Puis son visage s'est décomposé.
Il a ouvert la portière, et il est sorti, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'est effondré dans mes bras comme un enfant. Mon fils de 45 ans, plus grand que moi d'une tête, plus lourd de 20 kilos, pleurait contre mon épaule sur un parking de supermarché à 5 heures du matin. Et moi, je ne comprenais rien. Je le serrais contre moi en répétant des mots que je ne me souvenais pas avoir prononcés depuis qu'il avait 10 ans. Ça va aller. Je suis là. Ça va aller. Il m'a fallu 1 heure pour comprendre ce qui s'était passé. 1 heure pendant laquelle j'ai ramené Nicolas et les garçons chez moi, préparé du chocolat chaud pour les enfants et du café fort pour nous, installé Théo et Lucas sur le canapé avec des couvertures et attendu que mon fils trouve les mots. Il était assis à ma petite table de cuisine, les mains serrées autour de sa tasse, le regard fixé sur un point invisible quelque part entre le mur et le néant. Quand il a enfin parlé, sa voix était celle d'un homme brisé. Tout a commencé il y a 15 ans, m'a-t-il dit, quand il a épousé Solange. Elle était belle, ambitieuse, sûre d'elle. Son père, Henri Desmoulins, possédait une entreprise de logistique dans la région toulousaine. Rien de gigantesque mais suffisamment prospère pour offrir à sa famille une belle maison, 2 voitures neuves et des vacances au ski chaque hiver. Nicolas venait de perdre son emploi dans une usine automobile qui fermait. Il cherchait du travail, n'importe quoi pour payer les factures. Henri lui avait proposé un poste dans son entreprise. Responsable des opérations, avait-il dit. Un titre ronflant pour un travail de bras droit, qui faisait tout ce que le patron ne voulait pas faire. Nicolas avait accepté avec gratitude. C'était temporaire, pensait-il. Le temps de se remettre sur pied, de trouver autre chose. Mais le temporaire avait duré 15 ans. 15 ans pendant lesquels il avait travaillé 60 heures par semaine pour l'entreprise de son beau-père. 15 ans pendant lesquels il avait géré les entrepôts, négocié avec les fournisseurs, résolu les crises, remplacé les employés malades, fait tourner la machine pendant que Henri jouait au golf et que Solange dépensait les bénéfices. 15 ans sans contrat formel, sans participation au capital, sans reconnaissance officielle. Parce que c'était la famille, et que dans la famille, on ne comptabilise pas. La maison où il vivait appartenait à Solange. Son père la lui avait offerte pour leur mariage. Les voitures étaient au nom de Solange. Le compte bancaire principal était au nom de Solange. Nicolas avait un petit compte personnel où il gardait quelques centaines d'euros. Mais l'essentiel passait par elle. Parce que c'était plus pratique, disait-elle. Parce qu'elle gérait mieux les finances. Parce qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de ces détails, avec tout le travail qu'il abattait pour l'entreprise familiale. Il y a 2 mois, Henri Desmoulins est mort d'une crise cardiaque sur le parcours de golf de Blagnac. Il avait 72 ans et n'avait jamais accepté l'idée qu'un jour, son cœur pourrait le lâcher. Il n'avait rien préparé, rien organisé pour la succession. Ou plutôt si, il avait tout préparé, mais uniquement pour sa fille. L'entreprise, les biens, les comptes, tout revenait à Solange. Nicolas n'était mentionné nulle part dans le testament. 15 ans de travail, effacés d'un trait de plume. Au début, Nicolas avait pensé que rien ne changerait. Il continuerait à travailler. Solange prendrait la direction, et la vie suivrait son cours. Il avait tort. Solange avait des plans différents. Elle avait commencé par engager un directeur des opérations, un jeune diplômé d'école de commerce qui portait des costumes sur mesure et parlait de synergie et d'optimisation.
Puis elle avait annoncé à Nicolas qu'il n'était plus nécessaire. Pas licencié, non. Simplement plus nécessaire. Il pouvait rester à la maison s'il voulait. Elle gagnerait assez d'argent pour deux. Elle avait dit ça avec un sourire, comme si elle lui faisait une faveur. Nicolas avait protesté, bien sûr. Il avait rappelé tout ce qu'il avait fait, toutes ces années de sacrifice, tous ces week-ends travaillés, toutes ces nuits blanches à résoudre des problèmes. Solange l'avait écouté avec cette expression patiente qu'on réserve aux enfants qui font des caprices. Puis elle avait dit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Elle avait dit que oui, il avait été utile, utile comme un outil est utile. Mais maintenant, elle avait de meilleurs outils. Et lui, eh bien, lui n'était plus à son niveau. Il était un homme à tout faire, pas un partenaire. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne les affaires, pas quelqu'un qui sache déplacer des cartons. La dispute avait duré des semaines. Nicolas dormait sur le canapé. Solange passait ses soirées au téléphone avec son avocat. Puis un soir, 3 semaines plus tôt, elle lui avait donné un ultimatum. Elle voulait divorcer. Elle gardait la maison, évidemment, puisqu'elle était à son nom. Elle gardait les voitures, puisqu'elles étaient à son nom aussi. Elle gardait les comptes. Elle gardait tout. Nicolas pouvait prendre ses vêtements et partir. Quant aux enfants, elle était généreuse. Elle lui accordait un week-end sur 2. Si bien sûr, il trouvait un endroit décent où les recevoir. Nicolas avait refusé de partir. C'était sa maison aussi, moralement, sinon légalement. C'était là que ses enfants avaient grandi. Il ne pouvait pas simplement s'en aller. Solange avait souri. Le lendemain, quand Nicolas était rentré après avoir cherché les garçons à l'école, il avait trouvé la serrure changée. Ses affaires étaient dans des sacs poubelles sur le perron. Un petit mot était scotché à la porte. Elle avait écrit qu'il pouvait garder les enfants ce week-end-là, puisqu'elle avait des choses à faire, qu'il les ramène lundi matin à l'école. D'ici là, qu'il se débrouille, se débrouiller. Mon fils s'était retrouvé sur le trottoir avec 2 adolescents, 4 sacs poubelles et 300 € sur son compte personnel. Il avait appelé des amis, mais Solange avait été plus rapide que lui. Elle avait raconté sa version, parlé de ses sautes d'humeur, de son agressivité, de ses problèmes. Elle avait semé le doute. Les portes s'étaient fermées les unes après les autres. Un hôtel avec 2 enfants et 300 €. Il avait trouvé une chambre pour la première nuit, puis une autre, puis l'argent avait fondu. Et il s'était retrouvé à dormir dans sa voiture, sur un parking de supermarché, espérant que personne ne le verrait, espérant surtout que moi, son père, je ne l'apprendrai jamais. En l'écoutant, j'ai senti quelque chose monter en moi, une colère froide, dure comme la pierre, que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cette femme, cette Solange que j'avais accueillie dans ma famille, à qui j'avais souri au repas de Noël, pour qui j'avais tricoté des écharpes que je croyais qu'elle aimait. Cette femme avait jeté mon fils comme un déchet. Elle avait mis mes petits-fils à la rue. Et elle appelait ça du pragmatisme. Nicolas a dormi cette nuit-là dans mon lit. J'ai insisté, malgré ses protestations. Les garçons étaient sur le canapé convertible du salon, serrés l'un contre l'autre comme quand ils étaient petits. Moi, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans ma cuisine, à regarder par la fenêtre les premières lueurs du jour. Je réfléchissais. Mon appartement faisait 36 mètres carrés. Un salon, une chambre, une cuisine minuscule, une salle de bain où on pouvait à peine se retourner. Nous étions 4 maintenant. 4 personnes dans un espace prévu pour une seule.
Ce n'était pas viable. Je le savais. Nicolas le savait aussi. Les jours suivants ont été un exercice de contorsion. Nous dormions à tour de rôle, mangions en décalé faute de place autour de la table. Prenions nos douches selon un planning strict pour ne pas vider le ballon d'eau chaude. Les garçons allaient à l'école avec des vêtements tirés de sacs poubelles. Nicolas passait ses journées à chercher du travail, n'importe quel travail, mais 15 ans dans une entreprise familiale sans contrat ni référence vérifiable. Ça ne se vend pas facilement sur un CV. Les employeurs posèrent des questions, auxquelles ils ne pouvaient pas répondre sans avoir l'air louche. Puis Solange est passée à l'offensive. Elle avait attendu le moment parfait, calculé chaque mouvement comme une joueuse d'échecs. D'abord, elle a appelé l'école. Elle s'est présentée comme une mère inquiète, a expliqué que le père des enfants traversait une période difficile, qu'il avait des comportements erratiques, qu'elle craignait pour leur sécurité. La directrice a convoqué Nicolas pour un entretien. Il en est ressorti humilié, obligé de se justifier, de prouver qu'il n'était pas le monstre que Solange décrivait. Ensuite, elle a posté sur les réseaux sociaux un long message plein de demi-vérités et de sous-entendus. Elle parlait de son inquiétude pour ses enfants, de la situation difficile qu'elle traversait, du soutien de ses amis qui comptaient tant pour elle. Elle ne mentionnait pas qu'elle avait jeté Nicolas dehors. Elle ne mentionnait pas qu'elle avait changé les serrures. Elle laissait entendre que c'était lui qui était parti, emportant les enfants contre sa volonté. Les commentaires de sympathie s'accumulaient sous son poste. Pauvre Solange, courageuse Solange, elle méritait tellement mieux. Chaque information qu'elle distillait était soigneusement choisie. La taille de mon appartement, l'âge de Nicolas sans emploi stable, mon propre âge, 75 ans, trop vieux pour m'occuper correctement d'adolescents. Elle ramassait des faits, des détails, et elle les transformait en armes. Chaque élément venait apporter de l'eau au moulin de son argumentation. Elle construisait un dossier, brique par brique, et nous ne pouvions rien faire d'autre que regarder. 3 semaines après que j'avais trouvé Nicolas sur ce parking, une lettre est arrivée. Une convocation au tribunal. Solange demandait la garde exclusive des enfants. Ses arguments étaient listés avec une précision clinique. Le père vivait dans un logement de 36 mètres carrés, avec son père de 75 ans. Le père n'avait pas de revenus. Le père n'avait pas de perspective d'emploi. Le père ne pouvait pas offrir un environnement stable aux enfants. La mère, en revanche, possédait une maison de 150 mètres carrés, dirigeait une entreprise prospère et pouvait assurer tous les besoins matériels et éducatifs de ses fils. Nicolas a posé la lettre sur la table. Ses mains tremblaient. Il m'a regardé avec des yeux que je ne reconnaissais pas, des yeux vidés de tout espoir. « Elle va gagner, papa », a-t-il dit. Elle a tout calculé. Depuis le début, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle m'a laissé les garçons pour mieux me les reprendre ensuite, pour prouver que je n'étais pas capable de m'en occuper. Et maintenant, elle va les récupérer, et je ne pourrai rien faire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je suis resté assis dans le noir, écoutant les bruits de l'appartement, le souffle régulier de Nicolas dans la chambre, les murmures des garçons dans le salon, qui chuchotaient au lieu de dormir, et un autre son, plus ténu, que j'ai mis du temps à identifier. Théo pleurait. Mon petit-fils de 14 ans, qui faisait semblant d'être fort depuis 3 semaines, qui aidait son père sans jamais se plaindre, qui prenait soin de son petit frère comme s'il était l'adulte responsable, pleurait dans son oreiller en essayant de ne faire aucun bruit. Je me suis levé silencieusement et je suis allé m'asseoir près de la fenêtre de la cuisine. La ville dormait dehors, indifférente à notre drame.
J'ai posé ma main sur ma poitrine, là où je sentais le poids familier que je portais depuis 30 ans. Sous ma chemise, contre ma peau, pendait une clé. Une vieille clé en fer forgé, noircie par le temps, attachée à un cordon de cuir usé. Je ne l'enlevais jamais. Pas pour dormir, pas pour me doucher, pas même pour les examens médicaux où je la glissais discrètement sous l'oreiller. Elle faisait partie de moi, comme mes propres os. Cette clé avait appartenu à mon grand-père, Auguste Moussac. Auguste était né en 1903 dans une ferme du Lot-et-Garonne, entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, dans un coin de campagne que même les cartes avaient du mal à trouver. Il avait travaillé cette terre toute sa vie, élevé ses enfants dans la maison de pierre que son propre père avait construite, et il était mort là, en 1994, à l'âge de 91 ans, assis dans son fauteuil, face à la fenêtre qui donnait sur les champs. J'avais 35 ans quand il est mort. J'étais déjà installé à Toulouse avec Madeleine, Nicolas avait 5 ans, et la ferme du grand-père était un souvenir d'enfance, un lieu de vacances d'été où je courais pieds nus dans l'herbe haute. La famille s'était réunie pour les funérailles, puis pour discuter de l'héritage. Mes 2 oncles, les frères de mon père, voulaient me vendre. La ferme ne valait pas grand-chose. Quelques hectares de terre difficiles à cultiver, une maison qui avait besoin de travaux, des bâtiments agricoles à moitié effondrés. Mais c'était de l'argent quand même, et l'argent ne se refuse pas. Mon père était mort 3 ans plus tôt. En tant que fils unique de ce fils, j'avais droit à 1/3 de l'héritage. Mes oncles avaient alors proposé de me racheter ma part pour une somme modeste, quelques milliers de francs de l'époque. J'aurais dû accepter, prendre l'argent et oublier cette ferme qui ne m'était rien. C'est ce que Madeleine me conseillait de faire. C'est ce que la logique dictait, mais quelque chose en moi refusait. Quelque chose de plus profond que la raison. La veille de la vente, je suis retourné seul à la ferme. J'ai marché dans les pièces vides, touché les murs de pierre, respiré l'odeur de poussière et de vieux bois. Et je me suis souvenu de ce que mon grand-père m'avait dit un jour d'été, quand j'avais 12 ans, et que je me plaignais de devoir aider aux travaux des champs, au lieu de jouer avec mes cousins. Il m'avait regardé avec ses yeux gris, ses yeux qui avaient en vue 2 guerres mondiales et une vie entière de labeur, et il m'avait dit quelque chose que je n'avais jamais oublié. Chaque homme, m'avait-il dit, doit avoir un endroit où aller quand le monde le rejette, un dernier refuge, un lieu où il peut penser ses blessures loin des regards et des jugements. Cet endroit n'a pas besoin d'être grand ou beau. Il a juste besoin d'être à toi, vraiment à toi, un lieu que personne ne peut t'enlever. Et si tu as de la chance, si la vie te sourit, tu n'en auras jamais besoin. Mais si la vie te crache au visage, tu seras content de la voir. Je ne comprenais pas, à 12 ans. Je ne comprenais pas pourquoi un vieil homme parlait de refuge et de crachat. Mais les mots étaient restés, enfouis quelque part dans ma mémoire, attendant leur moment. Cette nuit-là, dans la ferme silencieuse, j'ai pris ma décision. Le lendemain, j'ai proposé à mes oncles de racheter leur part, au lieu de leur vendre la mienne. Ils ont été surpris, puis amusés, puis finalement d'accord. L'argent était le même pour eux, peu importait dans quel sens il circulait. J'ai utilisé toutes nos économies, celles que Madeleine et moi mettions de côté pour les vacances et les imprévus. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Je lui ai dit que c'était un placement, un investissement pour l'avenir. Elle m'a fait confiance. Pendant 30 ans, j'ai gardé le secret. La ferme existait sur un registre de propriété quelque part dans les archives du cadastre, mais personne ne la cherchait. Je payais les taxes foncières depuis un compte séparé. Quelques centaines d'euros par an. Une somme dérisoire pour maintenir l'électricité connectée
et les papiers en ordre. Je n'y allais jamais. Je n'en parlais jamais. C'était mon secret, mon refuge invisible, mon dernier recours contre les tempêtes de la vie. Et pendant 30 ans, je n'en avais pas eu besoin. Madeleine était morte sans savoir. Nicolas avait grandi sans savoir. Mes collègues de l'atelier, où j'avais travaillé comme menuisier ébéniste pendant 40 ans, n'avaient jamais su. La clé pendait contre ma poitrine, année après année, comme un talisman silencieux, et je m'étais parfois demandé si je ne deviendrais pas sénile avant d'avoir l'occasion de m'en servir. Peut-être m'étais-je dit qu'elle ne servait qu'à me rassurer. Peut-être que le simple fait de la porter suffisait. Mais cette nuit-là, dans ma cuisine minuscule, en écoutant mon petit-fils pleurer et en pensant à cette convocation au tribunal, j'ai compris que le moment était venu. Mon grand-père avait raison. La vie m'avait craché au visage, ou plutôt elle avait craché au visage de mon fils, ce qui revenait au même. Et j'avais quelque chose que Solange, avec tout son argent et tous ses avocats, ne possédait pas. J'avais un lieu où aller. Je me suis levé à 5 heures du matin. J'ai fait du café, beaucoup de café, et j'ai attendu que Nicolas se réveille. Quand il est sorti de la chambre vers 7 heures, les yeux gonflés et les cheveux en bataille, je l'ai fait asseoir. Les garçons dormaient encore. Nous avions quelques minutes seuls. « Je dois te montrer quelque chose », lui ai-je dit. Et je lui ai raconté l'histoire. La ferme de mon grand-père. Le rachat secret, il y a 30 ans. La clé que je portais sur ma poitrine depuis tout ce temps. Au début, il m'a regardé comme si je délirais. Un vieux qui raconte des histoires de fermes cachées, ça ressemble à un début de démence. Puis il a vu que je ne plaisantais pas. Puis il a vu la clé, que j'ai sortie de sous ma chemise pour la première fois depuis des années. C'est à 3 heures de route, ai-je dit, dans le Lot-et-Garonne, près de Villeneuve-sur-Lot. Ce n'est pas un palace. La maison a besoin de travaux, mais les murs sont solides, le toit tient encore, et c'est à moi. Légalement, officiellement, c'est à moi. Et tant que j'y vis, personne ne peut rien dire, pas Solange, pas ses avocats, personne. Nicolas a secoué la tête. Il ne comprenait pas. Comment pouvait-il y avoir une ferme dont il n'avait jamais entendu parler? Comment avais-je pu garder un secret pareil pendant 30 ans, même vis-à-vis de ma propre femme? Je lui ai répondu la vérité. Je ne savais pas moi-même pourquoi je l'avais fait. Peut-être que les mots de mon grand-père avaient planté une graine en moi, une graine qui avait attendu des décennies avant de germer. Peut-être que j'avais toujours su, quelque part au fond de moi, qu'un jour viendrait où nous aurions besoin d'un endroit où fuir. Nous avons réveillé les garçons 1 heure plus tard. Théo a émergé du sommeil avec cette méfiance qu'ont les adolescents quand les adultes leur annoncent quelque chose. Lucas s'est frotté les yeux et a demandé s'il y avait du chocolat chaud. Je leur ai expliqué brièvement. Nous allions partir en voyage, leur ai-je dit. Un voyage vers une maison à la campagne, une vieille ferme qui appartenait à leur arrière-arrière-grand-père. Ce serait différent de ce à quoi ils étaient habitués. Ce serait peut-être difficile au début, mais ce serait à nous. Théo a posé la question que je redoutais. Et maman, j'ai laissé Nicolas répondre. Il s'est agenouillé devant ses fils et il leur a parlé franchement, plus franchement qu'il ne l'avait sans doute jamais fait. Il leur a dit que leur mère et lui ne s'entendaient plus, qu'elle voulait la garde, qu'elle avait les moyens de se battre et que lui n'en avait pas. Il leur a dit qu'ils allaient devoir être courageux, que les prochains mois seraient compliqués, mais qu'il ferait tout, absolument tout, pour rester avec eux. Lucas a pleuré. Théo n'a pas pleuré, mais j'ai vu ses mâchoires se serrer et ses poings se fermer. 14 ans.
et déjà la rage froide de ceux qui comprennent que le monde n'est pas juste. Nous avons chargé la voiture de Nicolas avec le peu que nous possédions. Mes vêtements tenaient dans une valise. Ceux de Nicolas et des garçons remplissaient les sacs poubelles que Solange avait si gracieusement préparés. J'ai ajouté quelques ustensiles de cuisine, des couvertures, de la nourriture pour les premiers jours. Puis j'ai fermé la porte de mon appartement, rendu les clés à la gardienne en lui disant que je partais quelque temps, et nous sommes montés dans la Peugeot. Le trajet a duré 3h30. Nous avons quitté Toulouse par l'autoroute, puis bifurqué vers des routes départementales de plus en plus étroites. Le paysage a changé progressivement. Les zones commerciales ont cédé la place aux champs, puis aux forêts, puis à ces collines douces du Lot-et-Garonne, couvertes de vignes et de vergers. Les garçons regardaient par la fenêtre, silencieux. Nicolas conduisait avec une concentration excessive, comme s'il craignait de rater un virage et de nous perdre dans ce labyrinthe de campagne. La ferme était au bout d'un chemin de terre que le GPS ne reconnaissait pas. J'ai dû guider Nicolas de mémoire, une mémoire vieille de 30 ans, qui s'est avérée étonnamment fiable. Tourne à gauche après le calvaire, continue jusqu'au Grand Chêne, prend le chemin qui descend vers la vallée. Et puis, nous y étions. La maison se dressait au milieu d'un terrain, envahi par les herbes hautes et les ronces. Elle était plus petite que dans mon souvenir, mais peut-être que tous les lieux de l'enfance rétrécissent avec le temps. Les murs de pierre étaient toujours debout, solides comme le jour où mon arrière-grand-père les avait assemblés. Le toit avait quelques tuiles manquantes, mais pas de trous visibles. Les volets étaient fermés, décolorés par le soleil et la pluie, certains pendant de travers. À côté de la maison, une grange au toit, à moitié effondrée, et un petit bâtiment qui avait dû être un atelier autrefois. Nous sommes sortis de la voiture. L'air sentait l'herbe mouillée et la terre froide. Un silence profond nous entourait, un silence que j'avais oublié après des décennies de vie urbaine. Pas de moteur, pas de sirène, pas de voisins, juste le vent dans les arbres, et quelque part, le chant d'un oiseau que je ne reconnaissais pas. J'ai sorti la clé de sous ma chemise. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de froid, mais d'émotion. 30 ans que je portais cette clé sans jamais l'utiliser. 30 ans qu'elle attendait ce moment. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, une vieille porte en chêne noircie par les intempéries, et j'ai inséré la clé dans la serrure. Elle a tourné avec un grincement métallique, comme si elle se souvenait de sa fonction après un très long sommeil. L'intérieur était exactement comme je l'avais laissé, poussiéreux, sombre, figé dans le temps. Les meubles de mon grand-père étaient toujours là, recouverts de draps blancs devenus gris. Une table massive au centre de la pièce principale, des chaises empilées dans un coin, une cheminée noircie par des décennies de feu. L'air était froid et immobile, mais pas humide. Les murs avaient tenu. Lucas a été le premier à parler. « C'est là qu'on va vivre ?» Sa voix était incertaine, à mi-chemin entre la curiosité et l'inquiétude. Je me suis tourné vers lui et j'ai souri. « C'est là qu'on va reconstruire », ai-je dit. Et la différence est importante. Avant d'entrer, je me suis arrêté un instant sur le seuil. J'ai regardé Nicolas et les garçons derrière moi, leurs visages fatigués et incertains, et j'ai pensé à tout ce que nous avions traversé pour arriver ici, 3 heures de route depuis Toulouse, mais en réalité, un voyage bien plus long, un voyage qui avait commencé dans la douleur et l'humiliation, et qui se terminait devant cette porte que je n'avais pas franchie depuis 30 ans. « Bienvenue chez nous », ai-je dit simplement.
Les premiers jours ont été difficiles. La maison n'avait pas été habitée depuis 3 décennies. Et ça se voyait. La poussière était partout. Les toiles d'araignée tapissaient les plafonds. Des traces de souris parcouraient le sol de la cuisine. L'électricité fonctionnait encore. Miracle de la bureaucratie française qui continuait à envoyer des factures que je continuais à payer. Mais le chauffe-eau était mort depuis longtemps et la moitié des prises ne marchait plus. L'eau courante arrivait par à-coups, brunâtre les premières secondes avant de s'éclaircir. Nous avons nettoyé du matin au soir. Nicolas et moi nous occupions du gros œuvre, déplaçant les meubles, arrachant les tapisseries moisies, dégageant les gouttières bouchées par des ânes de feuilles mortes. Les garçons aidaient comme ils pouvaient, balayant, portant des seaux, faisant des allers-retours avec les sacs poubelles. Le 3e jour, nous avons découvert le cellier, une petite pièce voûtée sous l'escalier que j'avais complètement oubliée. À l'intérieur, des étagères couvertes de pots de confiture pétrifiés, de bouteilles de vin dont les étiquettes avaient disparu depuis longtemps, et dans un coin, une vieille malle en bois cerclée de fer. Nicolas l'a ouverte avec précaution, soulevant un nuage de poussière. À l'intérieur, des outils enveloppés dans des chiffons huilés. Les outils de mon grand-père, ceux qu'il avait utilisés pendant 60 ans pour travailler le bois et la terre. Ils étaient encore en parfait état, protégés par cette huile de lin qu'il appliquait religieusement après chaque utilisation. J'ai tenu dans mes mains le vieux rabot de mon grand-père, et pour la première fois depuis que nous étions arrivés, j'ai senti mes yeux s'humidifier. Cet homme, mort depuis 30 ans, continuait à nous aider à travers ces objets qu'il avait pris soin de préserver, comme s'il avait su, lui aussi, qu'un jour quelqu'un en aurait besoin. Le soir, nous mangions des conserves réchauffées sur un réchaud de camping, assis autour de la grande table débarrassée de son drap gris. C'était épuisant, inconfortable, parfois décourageant, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère entre nous. Nicolas ne ressemblait plus à l'homme brisé que j'avais trouvé sur ce parking. Il travaillait avec une énergie nouvelle, comme si chaque coup de marteau était un coup porté contre Solange et tout ce qu'elle représentait. Théo s'est révélé étonnamment compétent pour un adolescent de son âge, apprenant vite, ne se plaignant jamais, prenant des initiatives. Même Lucas, malgré ses 10 ans, trouvait des façons d'aider, ne serait-ce qu'en tenant la lampe torche quand nous fouillions les recoins sombres. Une semaine après notre arrivée, j'ai fait un trajet jusqu'à Villeneuve-sur-Lot pour acheter des provisions et régler quelques formalités. J'en ai profité pour rendre visite à Maître Dupont, le notaire du village qui avait géré la succession de mon grand-père 30 ans plus tôt. Il était toujours en activité, à ma grande surprise, un vieil homme de 80 ans passés qui refusait de prendre sa retraite parce qu'il ne savait pas quoi faire de ses journées autrement. Il m'a reconnu immédiatement, malgré les décennies. « Vous êtes le petit Moussac », a-t-il dit en me serrant la main, celui qui a racheté la ferme de son grand-père alors que tout le monde pensait qu'il était fou. Je suis venu vérifier que les papiers étaient en ordre, lui ai-je expliqué. Il a sorti les dossiers de ses archives poussiéreuses et nous avons passé 1 heure à tout vérifier. Le titre de propriété était valide, les taxes foncières étaient à jour. La ferme m'appartenait légalement et sans ambiguïté. Avant de partir, je lui ai raconté brièvement notre situation. Mon fils, mes petits-fils, la procédure de garde qui s'annonçait. Maître Dupont m'a écouté en hochant la tête, puis il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit que le droit était comme l'eau, qu'il cherchait toujours son chemin, qu'il contournait les obstacles qu'il ne pouvait pas briser. Mais parfois, a-t-il ajouté, il suffit d'un rocher suffisamment gros pour détourner le courant.
et une propriété légitime, incontestable, établie depuis des générations. C'était un sacrément gros rocher. Nous nous sommes installés dans une routine précaire, mais fonctionnelle. Nicolas a inscrit les garçons à l'école du village voisin, un établissement minuscule qui regroupait toutes les classes du primaire et une annexe pour les collégiens. La directrice était une femme d'une 50aine d'années, Madame Forestier, qui avait l'habitude des situations compliquées. Elle n'a posé aucune question embarrassante, s'est contentée de vérifier les documents nécessaires et a accueilli Théo et Luquet avec un sourire chaleureux. Les garçons ont mis du temps à s'adapter. Ils venaient d'une banlieue toulousaine où les centres commerciaux et les cinémas étaient à 10 minutes de voiture. Ici, le divertissement le plus proche était une salle des fêtes qui servait aussi de bibliothèque municipale 2 après-midi par semaine. Mais ils se sont accrochés. Théo s'est fait quelques amis, des fils d'agriculteurs, habitués à la vie rurale qui l'ont initié aux joies, de la pêche dans la rivière et de l'exploration des vieux bâtiments abandonnés. Lucas a découvert qu'il adorait les animaux, passant des heures à observer les oiseaux et à essayer d'apprivoiser le chat sauvage qui rôdait autour de la grange. Puis, Solange a frappé. 3 semaines après notre départ de Toulouse, Nicolas a reçu un appel de son avocat commis d'office, un jeune homme débordé qui gérait une 50aine de dossiers en même temps. Solange avait obtenu une injonction. Elle exigeait le retour immédiat des enfants, arguant que Nicolas les avait emmenés dans un lieu inconnu sans son consentement. Elle avait joint au dossier des photos de mon appartement, les témoignages de voisins bien intentionnés, et une évaluation psychologique commandée à un expert qui ne m'avait jamais rencontré, mais qui concluait néanmoins que j'étais trop âgé pour m'occuper convenablement d'adolescents. Elle avait aussi envoyé des messages aux amis de Nicolas, ceux qui restaient après sa campagne de diffamation. Elle leur racontait que nous avions kidnappé les enfants, que nous les détenions dans un taudis sans eau courante ni électricité. Certains l'avaient cru. D'autres avaient simplement cessé de répondre au téléphone, préférant ne pas choisir de camp dans une guerre qui ne les concernait pas. J'ai lu l'injonction, ligne par ligne, mot par mot. Chaque phrase était calibrée pour faire de Nicolas un monstre et de moi un vieillard irresponsable. C'était l'œuvre de professionnels, d'avocats payés cher pour transformer la vérité en arme. L'audience était fixée dans 15 jours. Nicolas a raccroché le téléphone avec le visage d'un homme qui vient d'apprendre qu'il a un cancer. « Elle va gagner », a-t-il répété, comme un mantra funèbre. Elle a les moyens, elle a les relations, elle a tout préparé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une vieille ferme et un grand-père de 75 ans? Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé exprimer sa peur, sa colère, son désespoir. Puis je lui ai dit de se calmer et de m'écouter. Nous allions nous battre, lui ai-je dit. Pas avec son argent ou ses avocats, parce que nous n'en avions pas, mais avec ce que nous avions, la vérité, la légitimité et le temps. Solange jouait vite parce qu'elle voulait récupérer les enfants avant que nous ayons le temps de nous organiser. Alors nous allions ralentir le jeu. J'ai appelé Maître Dupont le lendemain et je lui ai demandé de me recommander un avocat spécialisé dans les affaires familiales. Il m'a donné le nom de Maître Lefebvre, une femme d'une 40aine d'années installée à Agen, connue pour défendre les causes difficiles et ne pas se laisser impressionner par les gros portefeuilles. Je l'ai appelée le jour même et elle a accepté de nous recevoir. Son bureau était dans un immeuble ancien du centre-ville d'Agen, au 3e étage sans ascenseur. Une secrétaire nous a fait patienter dans une salle d'attente, meublée de chaises dépareillées et de magazines vieux de 6 mois.
Puis maître Lefebvre nous a reçus dans son bureau, encombré de dossiers. C'était une femme mince aux cheveux gris coupés courts, avec des lunettes rectangulaires et un regard perçant qui semblait vous radiographier. « Racontez-moi tout », a-t-elle dit, « et ne mentez pas, parce que je le saurai. » Nicolas lui a tout raconté. Les 15 ans chez son beau-père, le licenciement déguisé, les serrures changées, la nuit sur le parking. Je lui ai parlé de la ferme, de la clé, du refuge que j'avais gardé secret pendant 3 décennies. Elle a s'écouté sans interrompre, prenant des notes de temps en temps, hochant la tête à certains passages. Quand nous avons fini, elle a posé son stylo et nous a regardés tour à tour. « Votre situation est compliquée », a-t-elle dit, mais pas désespérée. Solange a l'argent, c'est vrai. Mais l'argent n'achète pas tout, surtout quand il y a des enfants impliqués. Les juges ne sont pas stupides. Ils savent faire la différence entre une mère inquiète et une manipulatrice. Le problème, c'est qu'il faut leur donner les moyens de voir cette différence. Elle nous a expliqué sa stratégie. D'abord, documenter tout ce que nous avions fait depuis notre arrivée à la ferme. Les travaux de rénovation, l'inscription des enfants à l'école, les achats de provisions, les factures payées. Ensuite, obtenir des témoignages de personnes du village qui pouvaient attester de notre installation et de notre sérieux. Enfin, et c'était le plus important, montrer que les enfants allaient bien, qu'ils étaient scolarisés, nourris, logés, et surtout qu'ils étaient heureux. Les 2 semaines suivantes ont été une course contre la montre. Nicolas et moi avons travaillé comme des forcenés sur la maison, réparant ce qui pouvait l'être, nettoyant, rangeant, transformant cette ferme abandonnée en un lieu qui ressemblait à quelque chose. J'ai contacté tous les artisans du coin que je connaissais de réputation, expliquant notre situation, demandant des conseils, parfois un coup de main. La solidarité rurale existe encore dans ces régions, oubliées des grandes villes. Un électricien est venu remettre l'installation aux normes contre un prix d'amis. Un plombier a débloqué les canalisations en échange de quelques bouteilles de vin. Mais c'est le voisinage qui m'a le plus surpris. Dans les villes, on peut vivre des années sans connaître le nom de la personne qui habite de l'autre côté du mur. À la campagne, c'est différent. Tout le monde sait tout sur tout le monde, pour le meilleur et pour le pire. Quand la nouvelle de notre arrivée s'est répandue, accompagnée inévitablement de notre histoire, les réactions ont été diverses. Certains nous regardaient avec méfiance, se demandant ce que ces Toulousains venaient faire dans leur coin tranquille. D'autres étaient ouvertement curieux, posant des questions indiscrètes que nous apprenions à esquiver avec politesse. Mais quelques-uns ont simplement aidé. Monsieur Lacombe, l'agriculteur dont la ferme jouxtait notre terrain, est passé un matin avec son tracteur pour nous aider à défricher le jardin envahi par les ronces. Il n'a pas demandé pourquoi nous étions là, ni ce qui nous était arrivé. Il a juste dit qu'il avait vu de la lumière dans la maison du vieux Moussac pour la première fois depuis des années, et qu'il avait pensé donner un coup de main. Madame Bertrand, qui tenait l'épicerie du village, a commencé à mettre de côté les légumes un peu défraîchis, qu'elle ne pouvait plus vendre mais qui étaient encore parfaitement mangeables. Elle les laissait dans un panier derrière le comptoir, avec un petit mot. Pour les nouveaux de la ferme Moussac, ces gestes n'étaient pas spectaculaires. Personne n'a organisé de collecte de fonds, ni de manifestation de soutien. C'était plus discret, plus profond, cette entraide silencieuse des gens qui savent ce que c'est que de traverser des moments difficiles. Maître Lefebvre a réuni les témoignages qu'elle voulait. Madame Forestier, la directrice de l'école, a écrit une lettre attestant que Théo et Lucas étaient assidus, intégrés, et ne présentaient aucun signe de détresse. Le médecin du village,
que j'avais consulté pour un renouvellement d'ordonnance, a confirmé que les enfants étaient en bonne santé physique. Maître Dupont a fourni tous les documents prouvant que la ferme était une propriété légale et habitable. Même le maire de la commune, un agriculteur retraité que j'avais croisé 2 fois au café, a accepté de témoigner que nous étions des résidents respectables. L'audience a eu lieu un jeudi de février dans un tribunal d'instance à Agen. Je me souviens de chaque détail de cette journée. Le froid mordant du matin, le brouillard qui couvrait les champs pendant le trajet, le parking du tribunal où nous avons garé la vieille Peugeot à côté de la Mercedes rutilante de Solange. Elle était là, bien sûr, en tailleur gris perle avec un collier de perles assorti. À côté d'elle, un homme en costume sombre que j'ai supposé être son avocat, et un autre que je n'ai pas reconnu. Nous sommes entrés dans le bâtiment comme des soldats partant au combat. Nicolas marchait à côté de moi, tendu mais déterminé. Maître Lefebvre portait un tailleur noir, sobre, et un dossier épais sous le bras. Les garçons étaient restés à la ferme avec une voisine qui avait proposé de les garder pour la journée. Inutile de les traumatiser davantage avec les joutes verbales des adultes. La salle d'audience était plus petite que ce que j'imaginais. Quelques rangées de bancs, une estrade pour le juge, 2 tables pour les parties. Solange s'est installée d'un côté, nous de l'autre. Elle ne nous a pas regardés, gardant les yeux fixés droit devant elle avec cette expression de victime digne qu'elle avait dû répéter devant un miroir. Le juge est entré. C'était une femme d'une 50aine d'années, Madame Ferrand, avec un visage sévère et des cheveux gris tirés en arrière. Elle a parcouru les dossiers devant elle, feuilletant les pages avec une efficacité professionnelle. Puis elle a levé les yeux et l'audience a commencé. L'avocat de Solange a parlé en premier. Il a brossé un tableau pathétique de sa cliente, une mère aimante et responsable privée de ses enfants, par un père instable et un grand-père sénile. Il a évoqué la ferme avec mépris, parlant de ruines, de conditions insalubres, de dangers pour les enfants. Il a souligné le manque de revenus de Nicolas, son absence de perspective professionnelle, son incapacité à offrir un avenir stable. Chaque argument était une pierre lancée contre nous, et j'ai senti Nicolas se raidir à côté de moi. Puis Maître Lefebvre a pris la parole. Elle a parlé calmement, sans emphase, laissant les faits parler d'eux-mêmes. Elle a présenté les documents attestant de la propriété de la ferme, les photos montrant les travaux effectués, les témoignages des voisins et de l'école. Elle a souligné que Nicolas n'avait pas enlevé ses enfants, qu'il les avait emmenés dans un lieu sûr après avoir été jeté à la rue par sa propre femme. Elle a rappelé les 15 années de travail non reconnu, les serrures changées, le compte bancaire bloqué. Solange a témoigné. Elle a pleuré au bon moment, tremblé de la voix quand il le fallait, joué son rôle à la perfection. Elle a dit qu'elle aimait ses enfants plus que tout, qu'elle ne voulait que leur bien, qu'elle était prête à pardonner à Nicolas ses errements, si seulement il acceptait de revenir à la raison. J'ai observé le juge pendant qu'elle parlait. Son visage restait impassible, mais quelque chose dans ses yeux me disait qu'elle n'était pas dupe. Nicolas a témoigné à son tour. Il n'a pas pleuré, pas tremblé. Il a parlé d'une voix calme et posée, racontant les faits sans exagération ni apitoiement. Il a dit qu'il aimait ses enfants, qu'il avait travaillé toute sa vie pour leur offrir le meilleur, et qu'il n'avait jamais imaginé qu'il finirait par dormir dans une voiture, sur un parking de supermarché, avec eux. Il a dit qu'il ne demandait pas la charité ni la pitié, juste la possibilité de continuer à élever ses fils dans la dignité. Puis le juge a posé des questions. Elle en a posé beaucoup,
certaines à Solange, d'autres à Nicolas, d'autres encore aux avocats. Elle voulait comprendre, véritablement comprendre, pas juste rendre un verdict. À un moment, elle s'est tournée vers moi. « Monsieur Moussac, a-t-elle dit, vous avez 75 ans et vous vivez avec votre fils et vos petits-fils dans une ferme que vous avez gardée secrète pendant 30 ans. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?» Je me suis levé. Mes jambes tremblaient légèrement, mais ma voix était ferme. J'ai sorti la clé de sous ma chemise et je l'ai tenue devant moi pour qu'elle la voie. Cette clé, ai-je dit, je la porte depuis 30 ans. Mon grand-père me l'a confiée avant de mourir. Il m'a dit que chaque homme devait avoir un endroit où aller quand le monde le rejetait, un dernier refuge. Pendant 30 ans, je n'en ai pas eu besoin. Puis j'ai trouvé mon fils, sur un parking à 5 heures du matin, avec mes petits-fils qui dormaient sous leur manteau. Alors j'ai utilisé la clé. Le juge m'a regardé longtemps, sans rien dire. Puis elle a hoché la tête et m'a fait signe de me rasseoir. L'audience a continué encore 1 heure, avec des arguments techniques que je ne comprenais pas toujours. À la fin, Madame Ferrand a annoncé qu'elle rendrait sa décision dans 2 semaines, après avoir consulté les rapports sociaux et entendu les enfants. Les enfants. C'était la partie que je redoutais le plus. 1 semaine plus tard, une assistante sociale est venue à la ferme pour une visite d'évaluation. Elle s'appelait Madame Renard, une femme d'une 40aine d'années avec un visage fatigué mais des yeux attentifs. Elle a inspecté chaque pièce, posé des questions sur les travaux, vérifié les stocks de nourriture, examiné les chambres des garçons. Puis elle a parlé aux enfants, seul à seul, dans le petit bureau que nous avions aménagé pour eux. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit. Nicolas et moi avons attendu dans la cuisine, assis en silence, tordant nos mains sans nous en rendre compte. Plus tard, j'ai appris par maître Lefebvre ce que les garçons avaient raconté à l'assistante sociale. Théo avait parlé de sa vie d'avant, du silence qui régnait dans la maison de Toulouse, de sa mère toujours au téléphone, toujours absente, même quand elle était présente. Il avait parlé de son père qui rentrait, épuisé du travail, et qui n'avait jamais le temps de faire quoi que ce soit avec lui. Puis, il avait parlé de la ferme, de l'atelier, des heures passées à apprendre le travail du bois avec son père et son grand-père. Il avait dit quelque chose qui m'a serré le cœur quand je l'ai appris. Il avait dit « Ici, j'ai l'impression que mon père me voit vraiment. Avant, j'étais juste là. » Lucas avait parlé des animaux, bien sûr, du chien, du chat, des poules, mais il avait aussi parlé de choses plus profondes. Avec cette innocence désarmante des enfants de 10 ans, il avait dit que sa mère ne souriait jamais quand elle le regardait, qu'elle souriait quand elle regardait son téléphone, quand elle parlait de son travail, quand elle recevait des compliments de ses amis, mais jamais quand elle le regardait, et que son père, maintenant, le regardait tout le temps, avec un sourire dans les yeux. Quand Madame Renard est ressortie, elle n'a fait aucun commentaire sur le contenu de ces conversations. Elle a juste dit qu'elle transmettrait son rapport au juge et elle est partie. L'attente a été insupportable. 2 semaines à se lever chaque matin en se demandant si ce serait le jour où tout s'effondrerait. 2 semaines à regarder les garçons partir à l'école en se demandant s'ils seraient encore là le lendemain. 2 semaines à entendre Solange au téléphone, car oui, elle appelait, presque tous les jours, tantôt menaçante, tantôt suppliante, toujours manipulatrice. Un soir, j'ai surpris une de ces conversations. Nicolas G était dans la cuisine, le téléphone coincé entre l'oreille et l'épaule, et je voyais son visage se décomposer à mesure qu'il écoutait. Quand il a raccroché,
Il était blanc comme un linge. Elle dit qu'elle sait qu'elle va gagner, m'a-t-il dit. Elle dit que son avocat lui a garanti que les enfants seraient de retour chez elle, avant la fin du mois. Elle dit que je ferais mieux d'accepter maintenant, plutôt que de me ridiculiser davantage. Je lui ai pris le téléphone des mains et je l'ai éteint. Puis je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit quelque chose que j'aurais dû lui dire des années plus tôt. Je lui ai dit que Solange pouvait dire ce qu'elle voulait, que ses avocats pouvaient promettre ce qu'ils voulaient, mais que les promesses des manipulateurs ne valaient rien. Je lui ai dit que la seule chose qui comptait maintenant, c'était ce que nous avions construit ici, dans cette ferme, avec ses enfants. Je lui ai dit que nous avions fait tout ce qui était en notre pouvoir, et que le reste était entre les mains du juge et du bon Dieu. La décision est tombée un jeudi matin, exactement 15 jours après l'audience. Maître Lefebvre nous a appelés à 8 heures, avant même que nous ayons fini le petit déjeuner. Sa voix était différente, plus légère, et j'ai senti mon cœur bondir avant même qu'elle ne prononce les mots. Le juge a rendu sa décision, a-t-elle dit, garde partagée, résidence principale chez le père. Solange aura les enfants un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Nicolas a dû s'asseoir. Il a posé sa tasse de café sur la table avec une lenteur infinie, comme si le moindre geste brusque pouvait briser le fragile équilibre de ce moment. Maître Lefebvre a continué à parler, expliquant les détails de la décision, les obligations de chaque partie, les modalités pratiques. Mais je n'écoutais plus vraiment. Je regardais sur mon fils, ses yeux remplis de larmes qu'il refusait de laisser couler, ses mains qui tremblaient sur la table. Et je pensais à cette nuit où je l'avais trouvé sur ce parking, brisé, humilié, convaincu que tout était perdu. Les garçons sont descendus quelques minutes plus tard, attirés par le bruit de nos voix. Théo avait son sac de cours sur l'épaule, Lucas tenait un bol de céréales à moitié vide. Ils nous ont regardés avec inquiétude, habitués aux mauvaises nouvelles, attendant le prochain coup. Nicolas s'est levé et il les a pris dans ses bras, tous les deux en même temps, les serrant contre lui comme s'il avait peur qu'ils disparaissent. « On reste ensemble ?» leur a-t-il dit. Le juge a décidé qu'on restait ensemble. Lucas n'a pas tout compris, mais il a senti le soulagement dans la voix de son père et il s'est mis à rire. Théo, lui, a compris. Il a rendu l'étreinte de son père avec une force que je ne lui connaissais pas, et j'ai vu ses épaules trembler. Ce soir-là, nous avons fêté notre victoire autour de la grande table de la cuisine. Je ne suis pas un homme de démonstration, mais j'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais depuis des années, un Cahors offert par un collègue pour mon départ en retraite. Nous avons trinqué, mangé plus que de raison, ri de choses qui n'étaient même pas drôles. C'était la première fois depuis des mois que nous nous autorisions à être heureux. Solange n'a pas accepté la défaite facilement. Elle avait fait appel, bien sûr, arguant que le juge avait été influencé, que le rapport social était biaisé, que ses droits de mère avaient été bafoués. L'appel a été rejeté 3 mois plus tard. Le tribunal a confirmé la décision initiale et ajouté que les tentatives répétées de manipulation de Madame Desmoulins ne jouaient pas en sa faveur. Elle a continué à appeler pendant quelque temps, de plus en plus rarement, à mesure que les mois passaient. Nicolas a fini par lui répondre de moins en moins, puis plus du tout. Les garçons allaient chez elle un week-end sur 2, comme prévu, mais ils revenaient toujours avec le même soulagement visible sur leur visage. La maison de leur mère était grande, confortable, pleine de tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais ce n'était pas chez eux. Leur chez eux, c'était ici. Cette vieille ferme que j'avais gardée secrète pendant 30 ans, ces murs de pierre que nous avions nettoyés ensemble,
ce jardin envahi de ronces que nous avions défrichées à la sueur de nos fronts. Au fil des mois, nous avons continué les travaux, transformant peu à peu cette ruine en quelque chose de vivable, puis de confortable, puis de beau. Nicolas a découvert qu'il avait hérité de mon don pour le travail du bois. Petit, il n'avait jamais montré d'intérêt pour mon métier de menuisier ébéniste, trop occupé par l'école, puis par Solange et son entreprise familiale. Mais ici, dans le silence de la campagne, avec le temps de réfléchir et d'apprendre, il a retrouvé des gestes que je croyais perdus. Je l'ai vu tenir un rabot pour la première fois de sa vie d'adulte, maladroite au début, puis de plus en plus sûre à mesure que la mémoire de ses mains se réveillait. L'ancien atelier de mon grand-père est devenu notre projet commun. Nous l'avons vidé, nettoyé, réparé, équipé. J'ai ressorti mes vieux outils que j'avais gardés dans des cartons depuis ma retraite. Rabots, ciseaux à bois, varlopes, gouges, tout le matériel d'une vie passée à façonner le bois. Nicolas les a pris en main avec une révérence qui m'a ému. Ce sont des instruments de musique, lui ai-je dit. Ils ne jouent bien que si tu les respectes. Je lui ai montré les gestes de base. Comment tenir un rabot pour qu'il morde le bois sans forcer? Comment affûter une lame jusqu'à ce qu'elle tranche un cheveu? Comment lire les veines du bois pour savoir dans quel sens le travailler? Des gestes que j'avais appris il y a 50 ans et que je n'avais jamais pensé transmettre à mon fils. Solange l'avait toujours découragé de s'intéresser à ce qu'elle appelait les travaux manuels, avec ce ton méprisant qu'elle réservait à tous ceux qui n'avaient pas de diplôme ni de titre. Nicolas était maladroit au début, c'était normal. Il avait passé 15 ans derrière un bureau ou dans des entrepôts. Ses mains avaient oublié le contact du bois. Mais il apprenait vite, avec cette concentration intense qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait quand il se sentait à sa place. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, je voyais mon fils à sa place. Nous avons commencé par des projets simples, une étagère pour la cuisine, un banc pour le jardin, une table de chevet pour la chambre de Lucas. Chaque objet était une leçon, une occasion de transmettre ce que je savais, et une occasion pour Nicolas de découvrir qui il était vraiment, loin des exigences de Solange et de son père. Théo s'est joint à nous progressivement. Au début, il venait juste regarder, assis dans un coin de l'atelier avec son téléphone. Puis il a commencé à poser des questions. « Pourquoi tu fais ça comme ça, grand-père? C'est quoi cet outil? Comment tu sais si le bois est assez sec ?» Je lui ai répondu à chaque fois, patiemment, comme mon propre grand-père m'avait répondu quand j'avais son âge. Et peu à peu, il a pris lui aussi les outils en main. La première fois que Théo a terminé un projet seul, une petite boîte en noyer pour ranger ses affaires, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Il me l'a montré avec cette fierté timide des adolescents, qui ne veulent pas avoir l'air trop contents d'eux-mêmes. Et j'ai vu dans ses yeux la même lumière que j'avais vue dans ceux de mon grand-père il y a 60 ans. La continuité, la transmission, le fil invisible qui reliait les générations. Lucas, lui, avait d'autres centres d'intérêt. Il préférait le jardin à l'atelier, les animaux aux outils. Nous avons adopté des poules d'abord. 6 poules rousses, achetées à un fermier voisin qui nous les a vendues pour une bouchée de pain en apprenant notre histoire. Lucas passait des heures à les observer, à apprendre leurs habitudes, à leur donner des noms. Il y avait Cacahuète, la dominante, qui terrorisait les autres et réclamait toujours à manger en premier. Grisette, la timide, qui se cachait dans un coin du poulailler
et pondaient des œufs énormes, et 4 autres dont les noms changeaient toutes les semaines, selon l'humeur de Lucas. Puis est venu le chien, un bâtard, récupéré à la SPA de Villeneuve, qui avait la laideur attachante des cabots sans race. Il avait été trouvé errant sur une route départementale, affamé, couvert de tiques, avec une patte arrière qui boitait, à cause d'une blessure mal soignée. Personne n'en voulait. Trop vieux, trop laid, trop abîmé. Lucas l'a vu et n'a plus voulu voir les autres chiens du refuge. C'est lui, a-t-il dit avec cette certitude absolue que seuls les enfants possèdent. Lucas l'a appelé Nougat. Personne n'a vraiment compris pourquoi, mais le nom est resté. Nougat a mis des semaines à faire confiance. Il sursautait au moindre bruit, se cachait sous les meubles quand quelqu'un élevait la voix, refusait de manger si quelqu'un le regardait. Lucas a eu une patience infinie avec lui. Il s'asseyait à côté de sa gamelle sans rien dire, sans rien faire, juste pour que le chien s'habitue à sa présence. Progressivement, jour après jour, Nougat a commencé à sortir de sa coquille. Il a commencé à suivre Lucas dans ses promenades, puis à dormir au pied de son lit, puis à jouer dans le jardin comme un chiot, malgré ses 10 ans et sa patte boiteuse. Puis est arrivé un chat, trouvé dans la grange, affamé et sauvage, que Lucas a apprivoisé avec une patience qui forçait l'admiration. Il l'a appelé Pirate à cause de la tache noire autour de son œil gauche. 6 mois après notre arrivée, Nicolas a trouvé ses premiers clients. Un couple de Villeneuve-sur-Lot qui cherchait quelqu'un pour restaurer une vieille armoire de famille. Ils avaient entendu parler de nous par Maître Dupont, qui avait visiblement décidé de devenir notre agent de publicité bénévole. Nicolas a fait le travail, consciencieusement, lentement, avec le souci du détail que je lui avais transmis. Le couple a été ravi. Ils ont parlé de nous à leurs amis, qui ont parlé de nous à d'autres amis. Et petit à petit, l'atelier s'est rempli de commandes. Aujourd'hui, 8 mois après cette nuit sur le parking, nous sommes toujours là. La ferme est devenue notre maison, vraiment notre maison, avec toutes les traces de nos vies gravées dans ses murs. La chambre de Nicolas, où il dort dans le lit, que j'ai fabriqué avec lui. La chambre de Théo, dont les murs sont couverts des dessins de projets qu'il imagine pour l'avenir. La chambre de Lucas, qui sent le chien mouillé, et les couvertures, où dort Nougat, malgré l'interdiction théorique. La cuisine où nous prenons nos repas ensemble, 4 personnes autour d'une table qui pourrait en accueillir, mais qui nous suffit amplement. L'atelier fonctionne bien maintenant. Nous avons 4 clients réguliers et des demandes qui arrivent de tout le département. Nicolas a trouvé sa voie, celle qu'il aurait peut-être dû suivre depuis le début, s'il n'avait pas croisé la route de Solange. Il travaille à son rythme, choisit ses projets, refuse parfois quand ce n'est pas intéressant. Il gagne moins qu'il ne gagnait chez son beau-père, beaucoup moins, mais il gagne sa vie avec ses propres mains, et ça change tout. Théo a décidé qu'il voulait devenir ébéniste, lui aussi. Il a encore 2 ans de collège devant lui, puis le lycée, puis peut-être une formation professionnelle. Ou peut-être qu'il apprendra ici, dans l'atelier, comme j'ai appris moi-même il y a 50 ans. Les temps ont changé, mais certaines choses restent les mêmes. Le bois ne ment pas. Il récompense le travail bien fait et punit la négligence. C'est une école de vie aussi bonne qu'une autre. Lucas, lui, parle de devenir vétérinaire. Il a 11 ans maintenant. Il a grandi de 5 centimètres depuis notre arrivée. Et il passe ses week-ends à courir dans les champs avec Nougat ou à observer les oiseaux avec des jumelles que je lui ai offertes pour son anniversaire. Il va chez sa mère un week-end sur 2.
comme le prévoit le jugement, et il revient toujours avec le même soupir de soulagement quand la voiture s'engage dans le chemin de terre qui mène à la ferme. Et moi, j'ai 75 ans, et je n'ai jamais été aussi vivant. Je me réveille chaque matin avec une raison de me lever, quelque chose que je n'avais plus depuis la mort de Madeleine. Je travaille dans l'atelier quand mon dos me le permet. Je jardine quand il fait beau. Je lis quand il pleut. Je regarde mes petits-fils grandir. Je vois mon fils reconstruire sa vie. Et je me dis que finalement, le vieux grand-père Auguste avait raison. Il y a quelques semaines, nous avons construit un banc ensemble, tous les quatre. Nicolas a coupé les planches, Théo a fait les assemblages, Lucas a poncé, et j'ai supervisé l'ensemble. Le banc est maintenant installé devant la maison, face aux collines qui ondulent jusqu'à l'horizon. C'est là que nous nous asseyons le soir, quand le temps le permet, pour regarder le soleil se coucher. C'est là que j'étais assis hier soir, quand Nicolas m'a rejoint. Les garçons étaient à l'intérieur. Théo faisait ses devoirs, et Lucas regardait un documentaire sur les animaux sauvages. Nous sommes restés un moment en silence, écoutant les oiseaux et le vent dans les arbres. Puis Nicolas m'a posé la question qu'il gardait depuis des mois. « Papa, m'a-t-il dit, pourquoi tu n'as jamais parlé de cette ferme? Pourquoi tu l'as gardée secrète pendant 30 ans, même à maman ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. La lumière du couchant teintait les collines de rose et d'or, et les ombres s'allongeaient sur le jardin que nous avions créé ensemble. Quand j'ai racheté cette ferme, ai-je dit, je ne savais pas vraiment pourquoi je le faisais. C'était un instinct, quelque chose de plus fort que la raison. Mon grand-père m'avait dit qu'un homme devait avoir un dernier refuge, un endroit où aller quand tout s'effondrait. J'ai pensé que c'était pour moi, que je vieillirais, que ta mère partirait peut-être avant moi, que je me retrouverais seul et que j'aurais besoin d'un endroit où finir mes jours, en paix. Nicolas écoutait sans m'interrompre, le regard fixé sur l'horizon. Mais je me trompais, ai-je continué. Ce n'était pas pour moi, ça a toujours été pour vous. Je ne le savais pas à l'époque, mais quelque chose en moi le savait. Pendant 30 ans, j'ai porté cette clé autour du cou comme un talisman, sans jamais l'utiliser, sans jamais en parler. Et quand je t'ai trouvé sur ce parking, quand j'ai vu tes fils dormir sous leur manteau, j'ai compris pourquoi je l'avais gardé. Pour ce moment-là, pour vous ouvrir une porte quand toutes les autres étaient fermées. Nicolas n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a tendu la main et a serré la mienne, comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant. « Merci, papa », a-t-il dit simplement. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à répondre. Nous sommes restés là, jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les collines, jusqu'à ce que les premières étoiles apparaissent dans le ciel qui s'assombrissait. Puis nous sommes rentrés rejoindre les garçons pour le dîner. Si vous êtes un père ou un grand-père et que votre fils traverse des moments difficiles, je vais vous dire une chose, ne lui faites pas la leçon. Ne lui dites pas que vous l'aviez prévenu. Ne lui demandez pas comment il a pu être aussi stupide. Ouvrez-lui simplement une porte. N'importe quelle porte. Parfois, une vieille clé rouillée que vous portez depuis des années, sans savoir pourquoi, est exactement ce dont il a besoin. Mon grand-père avait raison. Chaque homme doit avoir un dernier refuge. Mais il avait oublié de préciser une chose. Ce refuge n'a de sens que si vous ne l'occupez pas seul, que si vous y accueillez ceux que vous aimez quand le monde les rejette. Que si vous transformez un endroit vide en foyer rempli de rire, de travail et de vie. Aujourd'hui, je regarde mes petits-fils grandir dans cette maison,
où j'ai couru pieds nus quand j'avais leur âge. Je vois mon fils retrouver sa dignité en travaillant de ses mains. Je sens la présence de mon grand-père dans les murs de pierre qu'il a lui-même construits. Et je me dis que finalement, la vie m'a offert quelque chose que je n'attendais plus, un sens, une raison d'être, un héritage à transmettre. La clé est toujours autour de mon cou. Je ne l'enlèverai jamais, mais elle a changé de signification. Ce n'est plus le symbole d'une fuite possible, c'est le rappel que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une porte quelque part, et que parfois, il suffit de la chercher. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose de votre propre vie, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Un fils, un père, un grand-père, quelqu'un qui traverse peut-être en ce moment ce que Nicolas a traversé. Et dites-lui que la tempête finit toujours par passer, qu'il y a toujours un refuge quelque part, qu'il suffit parfois d'une vieille clé et de quelqu'un qui vous aime assez pour l'utiliser. Laissez un commentaire pour me dire ce qui vous a le plus touché dans cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. Et n'oubliez pas, la vie est trop courte pour la passer avec des gens qui ne vous méritent pas. Mais elle est assez longue pour la reconstruire avec ceux qui vous aiment vraiment. Ce n'est pas la fin de mon histoire. C'est juste le début d'un nouveau chapitre.